Alors moi je suis Lucien Zang, je suis un ovni hein, parce que hier j'ai essayé d'échanger avec certains et je me suis rendu compte que c'est que des sociologues, des politologues, des géographes, donc il y a personne qui vient des sciences dures comme on dit, parce que moi je suis géologue de formation et je me suis spécialisé dans les mines et dans le pétrole. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur tout ce qui est problèmes socio-environnementaux liés à l'industrie minière en Afrique centrale. Donc je me suis un peu attaqué au champ de la sociologie. Bon, attaqué, c'est un gros mot, mais quand même, j'ai découvert le champ de la sociologie et donc c'est intéressant de voir comment la transdisciplinarité peut être importante. Et donc quand j'ai vu l'appel d'offres pour le colloque, je me suis dit, ça va être l'occasion pour moi, un grand baptême de feu voilà, pour commencer à travailler sur ces thèmes-là. Donc aujourd'hui, je vous prie d'être indulgent hein, si dans la méthodologie des sciences sociales, je ne suis pas toujours dans les canons. Donc aujourd'hui, le thème de ma présentation, c'est activité minière au Cameroun, entre chasse gardée des élites et développement local, le cas de la région de l'Est. Donc mon travail va s'articuler en deux temps. Donc je vais vous faire une introduction que j'ai préparée pour vous mettre un peu dans le contexte. Et puis après, je vais vous présenter l'analyse des résultats de travaux de terrain que j'ai réalisés à l'est du Cameroun, dans la ville de Bétaré-Oya, qui est un peu considérée comme la capitale de l'or au Cameroun. Donc je vais commencer par la petite introduction que j'ai préparée. Donc dans l'imaginaire collectif occidental, l'Afrique est souvent associée à des images de maladies, donc Ebola, le VIH, de famines chroniques et de conflits armés et de violences multiformes. Pourtant, cette représentation réductrice contraste fortement avec les observations contemporaines sur le continent, qui se positionnent désormais au cœur des enjeux globaux, notamment environnementaux et économiques. En effet, selon les experts du GIEC, l'Afrique est appelée à jouer un rôle central dans la réalisation des objectifs de développement durable, notamment par sa contribution potentielle à la transition énergétique mondiale. Donc le continent détient 50% des ressources minières mondiales et des minerais stratégiques tels que le cobalt, le lithium, le cuivre, le coltan, qui sont indispensables à la fabrication des technologies vertes. Donc on peut citer les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et puis les centrales nucléaires et même les systèmes de captage de carbone. Ces ressources, bien qu'au cœur d'enjeux climatiques et géopolitiques contemporains, ne sont exploitées que dans la mesure où elles garantissent une rentabilité. C'est-à-dire qu'on a des ressources qui sont disséminées à travers le monde, mais au final, on ne peut extraire que quand il y a une certaine rentabilité. Donc s'il n'y a pas de rentabilité, on n'extraira jamais de ressources. Donc cette logique capitaliste crée des tensions structurelles, parce que finalement, les ressources se trouvent à des endroits bien précis dans le monde. Donc ça fait qu'il y a un certain intérêt pour les ressources, justement, pour tout ce que je viens de citer plus haut, mais malheureusement, ce n'est pas tous les pays qui en disposent. Donc ça crée des tensions dans certains pays. On peut en parler, mais c'est surtout, je peux prendre l'exemple d'un pays comme la RDC, qui aujourd'hui est sous tension, justement à cause de ses ressources minérales. Alors, les pays africains sont très riches en ressources, mais il y a un gros contraste, c'est-à-dire qu'entre ressources naturelles et richesses, parce qu'il y a la richesse minière, mais après il y a une certaine pauvreté endémique. Donc ce paradoxe a été décrit par Richard Rorty en 1993 sous le concept de malédiction des ressources naturelles. Et cela se manifeste un peu dans les capitales africaines où on peut croiser des technologies de pointe. On a des grosses voitures utilantes et à côté on a des mototaximans comme on parlait hier et puis
voilà, des gens qui vont en moto et on a des vieux taxis. Donc c'est vraiment un contraste. Donc le Cameroun, qui est notre cas d'étude, a été identifié par le Fonds monétaire international comme un pays riche en ressources naturelles et pétrolières. Donc depuis l'exploitation en fait, du pétrole a commencé au Cameroun dans les années 70. Et l'État camerounais, face à l'épuisement progressif de ses ressources constaté à la fin des années 80, a tenté de diversifier ses ressources et ses revenus. Donc en orientant sa stratégie de développement vers le secteur minier. Toutefois, cette volonté de diversification s'est heurtée à de multiples obstacles, notamment une gouvernance opaque des ressources pétrolières, une corruption systémique et une concentration du pouvoir entre les mains d'une élite politico-administrative animée par ce que le philosophe Hubert Mononjana appelle le mapartisme. Donc on a une élite corrompue ambiante qui est animée uniquement par le lucre. Alors, donc malgré, parce que depuis, on va dire, le début des années 2000, il y a une série de discours du président de la République qui valorise le secteur minier et qui veut en faire un moteur de développement national. Mais les résultats sur le terrain demeurent marginaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur minier représente à peine 1% du PIB. Donc, alors, comme je disais tout à l'heure, la répartition géographique des ressources est déterminée par des facteurs géologiques. Donc, on en trouve à des endroits bien précis. Et donc, dans le cas du Cameroun, c'est principalement à l'est du Cameroun qu'on retrouve les principaux gisements miniers. Donc, la région de l'Est, qui concentre, comme je vous ai dit, un tiers des réserves minières prouvées du pays, aurait pu, en principe, bénéficier d'un essor économique accéléré, en particulier dans le cadre des politiques de décentralisation, qui étaient censées favoriser un développement local. Donc, malheureusement, ce potentiel n'a pas permis à ce jour l'éclosion de la région de l'Est. Et autre chose importante, puisque quand on parle des élites, ce qui se fait depuis que le ministère des Mines a été créé, tous les ministres des Mines sont ressortissants de la région de l'Est. Donc ça traduit un peu cette envie du gouvernement de faire de l'industrie minière un moteur de développement en s'appuyant sur les personnalités ressources de la région. Donc, ce contraste entre les ambitions affichées par l'État et les réalités socio-économiques observées dans la région de l'Est soulève une interrogation centrale. Comment expliquer le décalage entre les politiques publiques de développement minier et leurs retombées locales? Donc, notre hypothèse de recherche postule qu'il y a une appropriation des ressources minières par une élite politico-administrative qui détourne les dynamiques des développements locaux et maintient les populations dans une situation de dépendance et de marginalisation économique malgré l'abondance de ressources naturelles. Donc la deuxième phase, c'est l'analyse des résultats. Donc cette phase s'articule en 4 axes. Donc avant d'aborder les 4 axes, je vais commencer quand même par vous faire une présentation du potentiel minier du Cameroun. Donc le Cameroun possède principalement comme ressource, on a de l'or, du diamant, qu'on retrouve principalement dans la région de l'Est. On a du fer, que nous avons principalement à Kribi, qui se situe dans le sud du Cameroun. On a également un gisement de fer en Balam, c'est l'Adamawa, c'est dans la région de l'Adamawa. On a du nickel et du cobalt,
on a un des gisements les plus importants au monde, qui est dans la commune de Lomé. Puis on a de la bauxite à Ngaoundal et à Mini-Martab, c'est dans la Damawa. Donc ça, ce sont réellement les principaux gisements qu'on peut avoir au Cameroun. Alors des indices, il y en a beaucoup, des indices, mais voilà, rien n'a été prouvé jusqu'ici. Donc je m'arrêterai là. Et alors je vais faire également une petite présentation de la région de l'Est. Donc la région de l'Est, c'est 109 km². Donc c'est un tiers en fait de la superficie du Cameroun. La région de l'Est, alors, elle est très peu densément peuplée. Et puis, c'est peut-être pour ça, à un moment donné, on se dit, bah, on peut exploiter parce qu'il y a très peu de gens qui y vivent, donc ça ne se fera pas tant que ça. Mais quand même, on a également les aires protégées les plus importantes dans cette région-là. Donc, il y a un fort contraste. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats des travaux que j'ai menés. Donc, alors mes travaux, ils se sont centrés principalement dans la commune de Bétaré. Donc j'ai travaillé dans 4 petits villages. Et alors j'ai eu, on va dire que, parce que pour faire une étude de ce type, je me suis dit au début, bah, je vais me centrer uniquement sur les autochtones, donc sur les populations vivantes sur place. Mais après, je me suis dit, non, il faut avoir quand même une vue beaucoup plus élargie. Donc, j'ai créé un groupe donc, avec les populations locales, un autre groupe avec l'administratif, c'est-à-dire le préfet, le sous-préfet, les représentants du ministère des Mines. Un autre groupe avec les ONG, parce qu'eux également, ils ont leur propre vision. Et puis après, il y a un autre groupe avec les organisations internationales, parce qu'au final, c'est elles qui financent les projets souvent au Cameroun. Et donc, de là, j'ai pu sortir 4 axes. Et donc, je vais vous les présenter là. Donc, le premier axe, c'est comprendre les racines profondes de l'exploitation artisanale et les raisons de sa survie dans l'est du Cameroun. Alors, il faut dire que, puisque mes travaux, c'est vraiment entre la période qui va de 2004 à 2024. Donc, il faut dire qu'avant cette période-là, on avait déjà une petite activité artisanale dans la région de l'Est. Ça existait déjà, mais ça restait très manuel. C'est vraiment à la pioche, à la pelle et au tamis. C'était vraiment très, très manuel. Donc, nous, on a pu déceler, on va dire, 3 facteurs principaux. Donc, il y a premièrement l'exonération fiscale. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, pour attirer des investisseurs internationaux, c'est-à-dire que le Cameroun, en fait, souhaitait faire de l'industrie minière un véritable moteur de développement. Donc, l'idée, c'était justement de baisser les taxes pour attirer le maximum d'investisseurs. Et au final, c'est plus de petits investisseurs qu'on a eu, quoi. C'est ce qui s'est passé au final. Donc, il y a ce facteur-là. Et puis, il y a un second facteur qui n'est pas négligeable, c'est qu'au Ghana, entre 2005 et 2008, le gouvernement a expulsé des artisans miniers chinois qui exploitaient de l'or au Ghana. Donc beaucoup se sont réfugiés au Cameroun où ils ont trouvé une terre fertile pour leurs activités. Et puis après, la troisième, c'est il y a une opération qui a été lancée en 2007 qui était sauvetage de l'or. Donc l'opération elle a été lancée par le ministre des Mines de l'époque. Alors pourquoi cette opération? Parce que en fait, il y avait un projet de barrage à Lompangar. Et donc il y a eu une étude d'impact environnemental qui stipulait, parce que dans le rapport, on stipulait que Bétaré, Oya et Belabo, donc il y a une grande partie des 2 villes qui allaient être inondées. Et donc les zones inondées, c'était des zones très riches en or. Donc on s'est dit, on ne va pas perdre tout cet or. Donc on va essayer d'extraire le maximum avant que le projet de barrage ne soit mis en eau.
Donc ce qui s'est passé, il y a eu l'octroi de titres miniers à de nombreux entrepreneurs à ce moment-là. Bon, malgré tout, il y a eu des logiques quand même de corruption qui ont fait que il y a des titres qui ont été accordés hors de l'espace délimité par le projet. Et à ce titre-là, rien que dans la zone de Bétaré, entre 2007 et 2011, on a eu 70 titres qui ont été octroyés pour 213 dans toute la région de l'Est, c'est-à-dire un tiers des titres octroyés entre cette période-là ont été uniquement dans la zone de Bétaré. Ouais, donc vous pouvez imaginer un peu l'impact que cela peut avoir sur une petite ville de moins de 10 000 habitants. Donc le deuxième axe, c'est l'enquête sur la dynamique minière de la région de l'Est. Donc alors, cette dynamique-là, elle est, on va dire qu'elle est contrôlée par trois facteurs également. Donc la fiscalité toujours, parce que au final, les artisans, ils vont toujours essayer de payer le moins possible. C'est-à-dire que, par exemple, la taxe qu'on va payer pour l'exploitation artisanale, je vais quand même rappeler parce qu'on parle d'exploitation artisanale, mais il y en a deux types en fait. Donc il y a l'exploitation artisanale stricto sensu, vraiment où on n'utilise que du matériel rudimentaire. Donc c'est des pioches comme j'ai dit, c'est des pelles et des tamis, parce que c'est le tamis en fait qui permet de séparer le minerai de la gangue. Et après on a une industrie artisanale, pardon, industrie non, une activité artisanale semi-mécanisée, donc qui fait appel à des machines. Et celle-là, en fait, c'est vraiment celle qui s'est développée, qui s'est le plus développée durant ces dernières années. Donc le deuxième facteur, c'est l'autorité compétente qui délivre les titres. Parce que on a, par exemple, pour ce qui est de l'activité stricto sensu, les titres sont délivrés par le représentant local du ministre des Mines, donc le représentant départemental. Pour ce qui est de l'activité semi-mécanisée, c'est délivré au niveau du ministère. Il y a une direction qui est spécialisée pour ça. Et pour ce qui est des contrats industriels, c'est la présidence. Donc c'est quand même différentes échelles. Donc il est beaucoup plus facile d'avoir accès au délégué départemental que d'avoir accès au ministre et que d'avoir accès au président. Donc ça, c'est une des raisons qui fait que les gens se lancent plus dans cette activité artisanale-là. Enfin, il y a le problème de contrôle, le contrôle effectif des opérations sur le terrain. S'il y a moins de contrôle, forcément, on peut s'installer, sachant que personne ne saura qu'on est là, ou il n'y a pas de répression au final, donc on peut s'installer comme on veut. Donc, en s'adressant au cadastre, on a pu dénombrer 117 sites miniers artisanaux, donc stricto sensu. Alors, la difficulté avec ça, c'est que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une activité très mobile. Parce que les gens peuvent se déplacer d'un site à un autre, d'un village à un autre. Et puis, il y a un peu cette ruée vers l'or qui fait qu'on a des gens qui viennent du nord, de l'extrême nord et même de la Centrafrique pour exploiter l'or au Cameroun. Donc, il suffit juste d'avoir sa pelle et sa pioche et puis on se lance. Donc sur le terrain, par exemple, nous on a pu constater à certains moments, parce qu'on a fait des travaux pendant 4 mois, et donc on a pu constater durant ces 4 mois, vous avez des semaines où vous aviez 117 sites, d'autres où vous aviez 150, d'autres où vous aviez 200, mais ça varie vraiment en fonction du temps. Donc après, pour ce qui est de l'activité semi-mécanisée, elle est beaucoup plus visible, c'est-à-dire que on utilise quand même des excavatrices, donc c'est pas du matériel qu'on peut déplacer comme ça tous les jours. Donc c'est vraiment plus mobile. Pardon, c'est vraiment plus situé à des endroits précis pendant de longues durées quand même. C'est-à-dire que c'est des activités où quand on s'installe, on y reste pendant au moins 6 mois, 1 an. Et donc, au cadastre, on a pu dénombrer 77 autorisations officielles pour 37 compagnies.
sur une surface de 38 473 km², ce qui représente quand même un tiers de la superficie de toute la région de l'Est. Alors si j'avais pu faire la projection, vous aurez vu un peu comment c'est disséminé sur la map de la région de l'Est. Donc nous, avec nos enquêtes de terrain, on a révélé en fait l'existence de 133 chantiers et 98 compagnies. Donc ça fait quand même 62,24% d'informalité. Alors les enquêtes auprès des populations locales et des ONG laissent croire que cette informalité-là, ou ce secteur informel, serait à majorité détenu par ce qu'ils appellent l'élite locale, et puis également quelques responsables administratifs. Donc ceci nous amène au troisième axe, qui contrôle les mines artisanales et semi-mécanisées dans la région de l'Est. Alors pour ce qui est de la mine artisanale proprement dite, c'est vraiment, ce sont les habitants de la région qui s'y attellent. Hein. Il n'y a pas vraiment de personnes qui viennent de l'extérieur qui sont dans la mine artisanale stricto sensu. Par contre, un constat qu'on a pu faire, c'est que, parce qu'on a beaucoup de Chinois dans la zone, donc le constat qu'on a pu faire, c'est que dans ces permis artisanaux stricto sensu, on a des Chinois qui s'immiscent. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un permis artisanal où on n'est pas censé avoir l'utilisation de machines, mais on a sur le terrain des Chinois qui s'immiscent et qui travaillent sur des titres artisanaux. Et donc ça crée des tensions, on en reparlera peut-être plus tard. Et puis, alors pour ce qui est de l'activité semi-mécanisée, là on a plutôt des joint ventures, donc des co-entreprises entre des Chinois et des Camerounais. Alors ça c'est peut-être dû au fait, et je pense que c'est dû au fait que le code minier exige que l'artisanat minier soit détenu uniquement par les Camerounais. Donc ça c'est l'article 22, alinéa 1. Donc en fait, les étrangers n'ont pas accès aux titres miniers artisanaux. C'est vraiment que les Camerounais. Donc ça c'était justement dans l'optique de développement local, en se disant, bah, si ce sont des Camerounais qui peuvent exploiter l'or dans leur village, bah, ça peut leur permettre de développer d'autres activités. C'est-à-dire qu'on peut, je ne sais pas si je pourrais prendre, mais c'est, par exemple, en Australie ou au Canada, c'est un peu comme ça. C'est vraiment, dans les petits villages, ce sont vraiment les populations locales qui soit ont des contrats avec des compagnies étrangères. Et ce qu'on fait, c'est que on associe toujours les populations de telle sorte à ce que tout le monde y trouve son compte. Et donc là, on est un peu dans ce contexte-là, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça devrait être. Alors, donc, parce qu'en échangeant avec les populations qui vous disent à chaque fois, oui, mais ce sont les gens d'en haut. C'est pas nous, tout est décidé par les gens d'en haut. Quand vous allez vous plaindre, on vous dit, oui, mais il faut aller rencontrer, moi j'ai négocié directement avec le ministre, moi j'ai négocié directement avec tel directeur, j'ai négocié avec... D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc suite à ces analyses et à ces échanges, donc nous on s'est dit, on va quand même aller regarder les titres miniers. Donc l'analyse nous a permis en fait des patronymes, nous a permis de constater que beaucoup de noms de hautes personnalités ressortaient. Et donc je vais finir avec deux exemples, deux petits exemples. Hein. Donc on a par exemple deux compagnies, on a une qui se nomme Explore. Alors elle est détenue par le fils d'un ancien député, réputé proche du régime et proche de la famille présidentielle. Donc c'est un député du Sud, la région du Sud. Et il se nomme, c'est M. Mbiam. Donc c'est son fils qui détient, en fait il a un permis d'exploration. Mais sur son permis d'exploration,
on a des Chinois qui exploitent l'or, donc en toute violation des lois. Et puis le second cas, c'est celui de l'épouse d'un ancien ministre des Mines, c'est Madame Ndanga Dinga. Donc elle détient une compagnie qui s'appelle God Label Mining et elle exploite l'or dans la région de Bétaré. Mais autre chose qui est quand même importante à citer, c'est que cette dame elle a été citée dans les Pandora Papers parce qu'elle avait des parts dans une compagnie minière australienne qui a eu un contrat d'exploration pendant que son mari était ministre des Mines. Donc il y a là un véritable délit d'initié. Et donc je vais terminer par là. J'aurais pu rajouter juste, on a constaté quand même également un grand désengagement de l'État, puisqu'il n'y a pas de contrôle véritable. Parce qu'on se demande, on se dit quand même, on veut faire de l'activité minière le moteur de développement de notre pays, mais on a l'impression qu'on n'investit pas assez. Donc ça peut être un champ de... On pourra en discuter aussi. Ah ouais, on pourra en discuter. Donc pour moi, c'est un champ de recherche qui reste ouvert. Donc je vous remercie pour votre attention.